Je remercie votre président, le professeur Raoul Pinel, de ses aimables paroles. Je salue l'ensemble des participants, puisqu'il y a les participants de cette salle, mais aussi des participants dans plusieurs cyberbases des Pyrénées-Atlantiques, à l'initiative du Conseil général, je crois, et en collaboration avec l'Université du Temps libre. C'est vrai, cher Raoul Pinel, c'est vrai que la question que je vais traiter est une question d'actualité. C'est une question d'actualité, elle l'est d'autant plus que le Comité international de climatologie va rendre son rapport dans 8 jours et que Jean Jouzel, qui est un climatologue de haute renommée et de renommée internationale, va présenter dans une conférence de presse le 2 février, va présenter les résultats de ses travaux. Quand nous avons choisi l'intitulé de cette conférence, il y a plusieurs mois, nous n'avions pas imaginé que le versant médiatique du sujet prendrait les proportions qu'il a pris aujourd'hui. Je ne vais pas vous citer les innombrables commentateurs du réchauffement ni les nouveaux prophètes qui nous distillent leurs bonnes paroles, qui nous promettent parfois l'apocalypse pour demain. Je ne vous parlerai pas non plus des intérêts commerciaux qui sous-tendent des actions médiatiques en apparence très désintéressées, voire talentueuses, mais quand même intéressées. Tout de même, j'ai entendu la semaine dernière un expert de la télévision sur une chaîne nationale nous expliquer que le réchauffement climatique à venir se traduirait par des centaines de millions de morts. Rien de moins. Je me souviens, j'ai le souvenir de prévisions de dizaines et centaines de milliers de morts pour la vache folle, vous vous souvenez Bon, à force d'entendre crier au loup, on va finir par ne plus y croire. Et pourtant, comme le disait le professeur Pinel, nous avons vécu ces dernières semaines, et je dirais ces derniers mois, un automne et un hiver exceptionnellement doux. Je ne dis pas anormalement doux. Il n'y a pas d'anormalité dans la nature. Il y a des exceptionnalités, il y a des variabilités. Je vais y revenir, c'est une des idées que je développerai au cours de cette conférence. Un événement isolé ne dit rien non plus sur la tendance de l'évolution du climat à moyen terme ou à long terme. Mais tout de même, 2006 est déjà classée comme la 3e année la plus chaude depuis le 19e siècle, celle que nous venons de quitter. C'est-à-dire depuis que l'on dispose des mesures, 1861, il me semble, quelque chose comme ça. Et 2006 n'est pas la seule dans le cortège des années récentes. Il y a eu 1998, il y a eu 2003, etc. Donc la question du réchauffement est sérieuse. Elle vaut en tout cas que l'on décrypte le vrai du faux, que l'on identifie les réalités scientifiques au-delà des emballements médiatiques que je viens d'évoquer, que l'on cerne les enjeux que cache une exploitation, disons-le, trop facile, de la peur ou des peurs collectives. Voilà ce que je vous propose de faire cet après-midi ensemble. Nous pourrions ensuite, à votre convenance, ouvrir une discussion si c'est possible, car je ne pourrai pas aborder évidemment l'ensemble des sujets. Dans un premier temps, nous reviendrons sur cet emballement médiatique que je viens d'évoquer. Il nous permettra de faire le constat que nous avons beaucoup perdu en matière de culture et en matière de connaissance de la nature. Rappelez-vous, en 1950, nous étions 75% de ruraux. Aujourd'hui, nous sommes 85% d'urbains. Le lien avec la nature s'est perdu. Il ne se fait plus que par le biais des médias sur le mode de la consommation individuelle. Si les chutes de neige ne respectent pas les calendriers des 3 zones de vacances scolaires, ça ne marche plus. Ça ne va plus. Le climat déraille. Le climat déraille. En tout cas, si la culture de la nature s'est affaiblie, évidemment, il ne faut pas s'étonner que les médias viennent remplir ce vide. En deuxième lieu, nous regarderons les réalités scientifiques au-delà de cette mousse médiatique. Qu'en est-il
de la réalité scientifique. Nous replacerons les choses d'abord dans le contexte général de l'histoire climatique du monde. Nous examinerons la crise climatique actuelle et le diagnostic que l'on peut en faire, puis nous regarderons les prévisions des experts internationaux, celles que je viens d'évoquer, du GIEC en particulier. Je vais vous l'expliquer, je vais revenir dessus. Et puis en conclusion, eh bien, nous nous interrogerons sur le problème de la gestion de la crise climatique, mais de façon très rapide. Voilà. Je vous ai indiqué au tableau un certain nombre de sigles. Alors, j'ai fait le tour du... Je ne peux pas trop bouger, je n'ai pas le droit de bouger. J'ai fait le tour de l'écran pour vous indiquer un certain nombre de sigles ou de noms que je vais évoquer, de telle sorte que vous puissiez les utiliser. Je voudrais aussi vous recommander, parce que je ne suis pas le... On a toujours recours à la littérature scientifique, vous recommander 2 ouvrages. Un tout simple, de Jean-Louis Fellous. Je ne l'ai pas écrit, je vous l'écrirai à la fin, si vous voulez. Jean-Louis Fellous, c'est une collection qui est éditée au Cavalier Bleu. C'est un petit bouquin de 125 pages. Jean-Louis Fellous, c'est quelqu'un qui a été président du Comité mondial des satellites d'observation de la Terre. C'est vraiment un spécialiste de ces questions. Il a été à l'IFREMER, il a été au CNES, etc. Et c'est un petit bouquin très très bien écrit, posant des questions les questions que se posent chacun d'entre nous. Est-ce que la canicule, c'est le réchauffement de la planète? Est-ce que c'est... etc. etc. Et il y répond évidemment avec une compétence extrême. Je vous recommande donc ce petit bouquin si vous voulez entrer dans le sujet, au-delà de la conférence. Et puis ceux qui ont qui vivent dans le monde scientifique, le titre, le climat, pardon. Le climat. Ceux qui vivent dans le monde scientifique, le meilleur ouvrage que je puisse vous recommander, il vient de sortir, c'est le compte-rendu d'un colloque qui s'est déroulé au Collège de France sous la direction d'Édouard Bahr et qui s'intitule « L'homme face au climat ». Je vous le recommande parce que vous avez là un point fait par des spécialistes internationaux de toute discipline sur les questions d'évolution du climat. Voilà ce que... pour prolonger un petit peu notre conférence. Alors, revenons un instant sur l'emballement médiatique. J'ai appelé ça l'emballement parce que de temps en temps, quand je vois ces images de glaciers, de fronts glaciaires qui s'effondrent dans la blancheur des séracs, bon, tous les fronts de glaciers évidemment fondent, qu'ils avancent ou que le climat se réchauffe ou que le climat se refroidisse. Peut-être d'abord nous intéresser à des questions de vocabulaire. On nous dit la planète est fragile. La planète est fragile. Elle se réchauffe, il faut la protéger. Je passe sur le sens donné à la planète dans cette expression et sur cette espèce de personnalisation qui a une signification, en tout cas qu'elle suppose. Je m'arrête plutôt à l'affirmation elle-même. Eh bien, pour moi, la planète, au sens strict, ne se réchauffe pas. Ce n'est pas exact. Il y a 4,5 milliards d'années, les océans étaient à des températures supérieures à 100 degrés, gazéifiés, c'est une découverte récente d'ailleurs de la géophysique. Aujourd'hui, les eaux profondes des océans sont à une température stable, aux alentours de 4 degrés. La température moyenne du globe calculée, alors, bon, c'est très difficile, mais on la calcule à partir du bilan radiatif, donc c'est une valeur, si vous voulez. Ça ne veut rien dire, c'est une valeur statistique. Elle est de 15 degrés. Donc la planète Terre n'a cessé de se refroidir depuis sa formation. Heureusement pour le développement de la vie, d'ailleurs. Par conséquent, ce n'est pas la planète qui se réchauffe, c'est le climat. Et ce n'est pas la même chose. On dit aussi le réchauffement climatique. Je ne suis pas plus séduit par l'expression. Réchauffement, pour moi, ça fait réchauffer, ça fait plat réchauffé. Ça a une connotation que le périgourdin que je suis n'aime pas beaucoup. Plus sérieusement, parler de réchauffement, c'est mettre l'accent sur les températures
Or, ce qui évolue actuellement, ce sont les types de temps, ce sont les températures aussi, mais c'est aussi l'hygrométrie, c'est aussi la pluviométrie, ce sont les précipitations. Et donc, mieux vaudrait parler de changement climatique, qui est un terme plus global, qui est moins réducteur. Il y a une trentaine d'années, quand on a commencé à étudier ces questions, on parlait de global change. Je l'ai indiqué au tableau. Je trouve que c'est assez bien vu, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de ça. La science se penche évidemment sur l'évolution du climat depuis longtemps. Deuxième question de vocabulaire. On nous dit qu'il faut lutter contre l'effet de serre. Lutter contre l'effet de serre. Oh là là, quelle expression. Lutter vraiment, vous savez ce qu'on appelle l'effet de serre. Je rappelle très, très simplement, le flux de l'énergie solaire traverse l'atmosphère, réchauffe l'air et le sol de la planète à la surface terrestre, et ensuite, par rayonnement, la partie de chaleur qui n'a pas été absorbée repart dans l'atmosphère. Et elle repart sous forme d'infrarouge, dans une longueur d'onde particulière que nous ne voyons pas, qui est en dehors de la lumière. Donc, cette chaleur est réémise vers l'atmosphère sous forme d'infrarouge, mais ces infrarouges sont retenus par certains gaz qui sont dans notre atmosphère immédiate, la vapeur d'eau, le gaz carbonique, CO2, l'ozone, que l'on produit dans la circulation des voitures, le méthane, CH4, on va voir qu'il a un rôle relativement important. On envoie aussi des produits nitrés, ce sont des capteurs d'infrarouge, et puis également tous les CFC, le fluorure, etc., etc. Je pose tout de suite un élément très important, une observation très importante. C'est que dans cette captation d'émissions, le CO2, le gaz carbonique, joue un rôle tout à fait particulier parce lorsqu'il est émis dans l'atmosphère, il a un temps de résidence dans l'atmosphère qui est de 200 ans. C'est-à-dire quand vous envoyez du CO2 dans l'atmosphère, vous l'envoyez pour 200, 150, selon les... Vous l'envoyez pour 2 siècles. On va y revenir, je le pose ici, parce que c'est un élément très important. Alors, j'ai dit lutter contre l'effet de serre. Non, il ne vaut mieux pas lutter contre l'effet de serre, après avoir rappelé ce que c'était. Je vous l'ai dit, la température moyenne du globe est de 15 degrés. Si nous n'avions pas l'effet de serre, tel que je viens de le décrire, la température à la surface du globe serait de moins 18 degrés, température moyenne annuelle. Ça veut dire que la vie ne serait pas possible. Donc, mieux vaut ne pas lutter contre l'effet de serre, mais maîtriser les éléments qui l'accentuent et évoquer ces questions avec plus de discernement. Troisième remarque, par-delà ces questions de vocabulaire, ce qui me frappe surtout sur le sujet qui nous occupe, c'est la tendance des médias à s'émouvoir dans des proportions que je dirais inconsidérées sur les phénomènes exceptionnels, extrêmes, et à rapporter naturellement, automatiquement, ces phénomènes extrêmes au changement climatique. Et là, on en fait des tonnes, et on en fait des tonnes tous les jours sur toutes les chaînes et partout. Il est vrai que nous avons vécu coup sur coup des événements exceptionnels qui, chaque fois, ont incité les médias à accuser le réchauffement et en tout cas à appuyer sur la pédale de l'émotion. Beaucoup de ces événements se sont produits au moment de Noël, au moment des fêtes, à un moment où l'opulence génère une certaine mauvaise conscience dans les sociétés inégalement repues qui sont les nôtres. Alors, je cite quelques-uns de ces phénomènes exceptionnels. Et d'abord, je commence par le tsunami. Vous allez me dire, c'est paradoxal, mais vous allez voir pourquoi. Le tsunami, parce que c'est sans doute l'événement le plus chargé d'émotions, un événement tout à fait emblématique de ce que les sociologues appellent le consensus compassionnel, c'est-à-dire la compassion collective. Vous savez, c'est un phénomène très actuel qui est un peu la règle dans la communication médiatique d'aujourd'hui. Alors pourquoi tant d'émotions ? Bien parce que le tourisme s'est développé considérablement dans l'océan Indien. Il a été développé en partie par les Européens
et il est naturel que les Européens s'en soient émus. Vous allez me dire, mais pourquoi vous me parlez du tsunami sur le sujet du réchauffement climatique ou du changement climatique? Eh bien, c'est que, en fait, beaucoup de sites Internet ont prétendu que ce tremblement de terre et ce raz-de-marée étaient la conséquence de la déstabilisation des plaques continentales par fusion des glaciers sur les continents. Les glaciers sur les continents pèsent, évidemment, s'ils fondent, et ça s'est passé pendant la période post-glaciaire, les 10 000 ans que je vais évoquer tout à l'heure, eh bien, évidemment, ça allège le poids sur les continents. On appelle ça les mouvements isostasiques. Du coup, le continent se relève. Par exemple, la Norvège, tous les pays du Nord qui étaient couverts de glace il y a 20 000 ans, eh bien, se sont soulevés. Mais le rapport avec le tremblement de terre de l'océan Indien et le tsunami, rien à voir. N'importe quoi, mais ça marche. Les grandes failles, bien évidemment, il y a des géophysiciens là. Les grandes failles au contact des plaques, évidemment, ne sont pas affectées par ce phénomène. Et pourquoi ça marche? Eh bien, ça marche parce que Internet est un amplificateur fantastique des rumeurs. Et ça a marché. Et finalement, il y a des gens qui ont cru et qui se sont dit « Ah bah oui, mais quand même, la fusion des glaciers, ça réactive les tremblements de terre. » Deuxième événement qui a beaucoup marqué les esprits, il tombait presque au même moment, c'est la tempête de 99, vous vous souvenez? Ça a été un choc. Cette tempête était le fruit d'une ondulation en altitude, une perturbation dynamique qui était très difficile à prévoir. Quelques 10 heures avant son occurrence, eh bien, son intensité n'était pas prévisible, n'était pas mesurée. Ça a été un choc, un tel choc qu'une personnalité du monde écologiste, je ne vais pas la citer, qui n'est pas une professionnelle de l'écologie, c'est une femme, bon, excusez-moi, mesdames, mais elle s'est indignée en disant, c'est intéressant, mais comment une tempête dans nos régions tempérées? Mais le réchauffement dérègle tout, mais c'est un scandale, c'est un scandale. Et non, madame, le climat tempéré, ce n'est pas forcément si tempéré que ça. C'est une appellation qui a été donnée à nos climats au début du XXe siècle, à une époque où la science était très anthropocentrée. On trouvait alors les climats des régions chaudes, des régions tropicales excessifs, et ceux des régions polaires. Ceux des régions polaires étaient effroyablement rigoureux, et la société de l'époque, qui rêvait de modération, eh bien, finalement, a défini nos climats par opposition aux autres latitudes comme des climats modérés, mesurés, tempérés. Mais rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux. Nous nous situons précisément... Un petit problème ? Je vous montre ce micro. Il ne faut pas y toucher avec vos mains. Interdit de toucher avec vos mains. Voilà. Je vais être puni ? Oui, puni. Rien n'est plus faux. Nous nous situons précisément dans cette zone de balancement où interviennent tour à tour et où s'affrontent parfois des ensembles de masses d'air très contrastés, l'air tropical au sud, nous avons des masses d'air d'Afrique qui arrivent d'Afrique avec des poussières d'Afrique, bon. L'air polaire au nord, et entre les deux, des régimes de dépression qui s'articulent d'ailleurs avec le monde subtropical, et quelquefois les cyclones dont on parle beaucoup se réactivent sur l'Atlantique et deviennent des dépressions normales, à peu près à la hauteur du Cap Hatteras aux États-Unis. Rien de tempéré dans tout cela. Rien de tempéré. La règle est au contraire l'irrégularité, la variabilité, l'amplitude saisonnière, l'amplitude annuelle, l'amplitude interannuelle d'une année sur l'autre entre les climats. Je ferme cette parenthèse, mais c'est important parce qu'on a perdu ça de vue. On a perdu ça de vue. Je reviens à la tempête.
Elle était de l'ordre centenal ou bicentenal, c'est-à-dire d'un événement très exceptionnel qui se produit sur 100 ans, sur 200 ans. Hein, on calcule ça sur le plan statistique. Mais surtout, elle a fait beaucoup de dégâts. Elle était impressionnante par ses dégâts. Et pourquoi? Eh bien parce que la forêt française s'était reconstituée depuis le XVIIIe siècle. Elle avait été déjà, la dernière coupe importante dans ces forêts avait eu lieu pendant la guerre de 14-18 et depuis, eh bien, on n'a plus procédé à de grandes coupes. Par conséquent, cette forêt était évidemment, pour la première fois dans l'histoire depuis 2 siècles, une victime possible pour de très très grands événements comme cette tempête. On s'est d'ailleurs aperçu à ce propos que ces forêts qui étaient plantées et aménagées étaient largement trop monospécifiques, c'est-à-dire d'une seule espèce, donc relevant d'un seul et même type d'enracinement et par conséquent d'une même sensibilité aux phénomènes, aux vents extrêmes. Aujourd'hui, on en tient compte, depuis la tempête, on plante autrement nos forêts. Autre phénomène exceptionnel, la canicule. La canicule de 2003, exceptionnelle par son intensité, plus que par sa durée d'ailleurs. Moins par son intensité que par sa durée, parce qu'elle a été extrêmement longue. Qu'est-ce qu'elle a révélé, cette canicule? Je dirais essentiellement l'incompréhension et l'impréparation de la France à résoudre le problème de sa situation démographique, c'est-à-dire le vieillissement de notre population. La gestion de cette crise a donné lieu à un spectacle absolument lamentable. En d'autres termes, par ses excès, eh bien, le climat nous a interpellés sur notre capacité à anticiper l'avenir. Une leçon de la nature, au fond. Est-ce que cette canicule était annonciatrice du réchauffement climatique? On l'a dit, bien sûr. On l'a dit. Mais rien ne permet de le dire. On peut même dire que non. Et il y a eu la même en 1947, simplement on l'a oublié, la même canicule, avec la même intensité, la même puissance. En 1976, nous avons eu une crise climatique considérable, certains d'entre vous s'en souviennent sans doute, plus une crise, disons, sur le versant de la sécheresse que de la canicule, mais une crise suffisante pour qu'on ait créé un impôt, l'impôt sécheresse à un certain moment. Il y a eu de très graves sécheresses en 1788, alors je remonte dans le temps. Les phénomènes exceptionnels, je l'ai dit, sont bicentenaires ou tricentenaires. 1788, très très grave sécheresse, avec une disette catastrophique et des manifestations et des jacqueries qui se sont poursuivies pendant 1 an, jusqu'au 13 juillet 1789. Ça vous dit quelque chose ? Le 14 juillet 1789, une population en effervescence et sensible faisait la Révolution française. Il y avait 1 an que l'on supportait les disettes depuis 1788. Inversement, il y a eu de très grands froids dans l'histoire climatique de la France. Le plus terrible, c'est l'hiver de 1709, tous les historiens connaissent ça. On a évalué à 600 000 morts les conséquences de la disette qui s'en est suivie pour une population qui n'était pas la population d'aujourd'hui. C'était extrêmement important. En 1929-30, un hiver terrible qui n'a pas été étranger, lui non plus, à la révolution qui a suivi. Je ne veux pas vous dire que les événements climatiques provoquent les révolutions, loin de moi cette idée, mais il y a quand même quelquefois des facteurs. Je n'oublie pas, enfin, l'hiver de 1956. Or, nous étions déjà dans la séquence climatique de réchauffement, puisqu'elle commence en 1850. L'hiver de 1956 a été un hiver absolument terrible. Par conséquent, première conclusion que j'aimerais tirer tout de suite, les phénomènes extrêmes ne sont pas indicateurs des tendances du climat à moyenne échéance. Ils se distribuent le plus souvent de façon aléatoire, et c'est même une manière franco-française de poser la question. On ne peut pas raisonner sur le climat mondial à partir d'un événement français
européen, etc. Il faut regarder le climat sur l'ensemble du globe. Est-ce que c'est vraiment le réchauffement climatique? Et à partir d'un événement extrême qui nous affecte, bien sûr, hein, on en déduit que le réchauffement est en cause? Non. Les choses sont un peu plus compliquées. Dernier événement que je voudrais évoquer, c'est le cyclone Katrina. Le cyclone Katrina, pourquoi Katrina? Parce que là aussi, cet événement a généré une très grande émotion. Il est vrai qu'il y a eu 1 millier de morts environ. Hein. Postérieurement, je crois que c'est ça le décompte de ce cyclone, de cette catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi exploitation médiatique de cet événement, et si vous avez vu le film, si vous avez eu le courage, parce qu'il faut du courage si vous avez vu le film d'Al Gore, il en fait des tonnes dans ce domaine, hein, tout à fait des tonnes. Et parce que cet événement est révélateur de l'incurie des hommes en matière de gestion de la nature. Vous n'entendez pas? Vous n'entendez pas? Alors il faut que je me mette comme ça? Non, c'est un autre micro. Bon, je vais essayer de parler plus fort. Ça va? Je disais donc que Katrina nous intéresse parce qu'il est révélateur de l'incurie et de l'incapacité des hommes, hein, en matière de gestion de la nature. Parce qu'une catastrophe, c'est un événement naturel, mais c'est aussi fonction de la capacité des hommes à prévoir, anticiper des phénomènes exceptionnels. Vous m'entendez là toujours? Ça va? La situation de la Nouvelle-Orléans est relativement simple. Nous sommes aux marges du delta du Mississippi. Un delta, c'est le résultat de l'opposition de deux forces contraires. Un fleuve qui alluvionne, une mer qui redistribue ces alluvions et qui les redistribue sur des cordons, sur des flèches, etc. etc. Et puis entre ces redistributions, il y a des zones amphibies, il y a des zones creuses et il y a des zones humides. C'est la dialectique de ces deux forces qui nourrit ce système. Quand il y a des problèmes sur je fais attention au temps. Quand il y a des problèmes sur les deltas, en général, ce n'est pas le delta qui est en cause, c'est la gestion des hommes. S'il y a des problèmes au Bangladesh, c'est parce qu'on fait des barrages sur le Gange et le Brahmapoutre qui empêchent ces fleuves de venir alluvionner. S'il y a des problèmes sur le delta du Nil, c'est parce qu'on a fait le barrage d'Assouan et que le barrage d'Assouan empêche le Nil d'apporter des alluvions et empêche le delta de fonctionner normalement, etc., etc. Le Mississippi, c'est la même chose. C'est absolument la même chose. Or, la Nouvelle-Orléans, et plus particulièrement les quartiers noirs de la Nouvelle-Orléans, sont construits au-dessous du niveau de la mer. Et même et dans une de ces laisses que je viens d'évoquer, une de ces zones basses caractéristiques des volcans, et certains quartiers sont à moins 5 mètres au-dessous du niveau de la mer. Donc, pour protéger ces zones, il faut évidemment des digues qui tiennent compte des marées et des ondes de cyclones. Or, le problème de Katrina, c'est moins l'intensité du cyclone que l'incurie de l'administration américaine à entretenir et à renforcer ces digues. Et lorsque l'une d'entre elles a lâché, eh bien, ça a été évidemment la catastrophe. Sur ce cyclone et sur les rythmes cycloniques qui semblent s'être accélérés dans les 2 dernières années, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler des cyclones. Il faut bien préciser qu'on ne sait pas grand-chose. On est dans le domaine de l'incertitude. Qu'est-ce qu'un cyclone? C'est un amas orageux qui prend naissance sur l'océan généralement, sur l'Atlantique à l'ouest, etc., et qui, en se réchauffant, amorce une dynamique. Et plus il se réchauffe, et plus cette dynamique, évidemment, augmente. Ces événements se produisent en fin d'été dans les zones subtropicales. On peut calculer assez facilement la trajectoire d'un cyclone à partir des satellites en prolongeant sa trajectoire. Il y a des avions qui les surveillent, etc., etc. Mais connaître l'évolution de l'intensité d'un cyclone est extrêmement difficile, pour ne pas dire quasi impossible aujourd'hui,
parce qu'il nous manque les mesures de température en temps réel sur l'océan. Et les mesures de température dans les océans sont la grande lacune, si vous voulez, des connaissances en matière de climatologie. C'est la raison pour laquelle la question des cyclones et de leur lien avec le changement climatique a généré de grandes polémiques parmi les climatologues américains. Certains pensent qu'il y a un lien, d'autres disent que non, que les cyclones obéissent à des rythmes régionaux, à des cycles régionaux. Et effectivement, il y a des années, des séries d'années avec beaucoup de cyclones. Par exemple, dans les années 30, il y a eu énormément de cyclones. Dans les années 70-80, peu de cyclones. Et pourtant, nous sommes toujours dans la phase du réchauffement, on va le voir. Et aujourd'hui, la cadence a augmenté sur ces 2 ou 3 dernières années, ce qui explique évidemment l'émotion générale. Nous verrons qu'il y a d'ailleurs des oscillations climatiques régionales dans l'Atlantique, dans le Pacifique, en dehors des évolutions du climat général du globe, et qui sont extrêmement compliquées, sur lesquelles on travaille aujourd'hui, mais sur lesquelles on n'a pas tout à fait des conclusions définitives. Je voudrais enfin vous faire observer qu'on a beaucoup parlé de Katrina, mais bien peu des cyclones de l'hémisphère sud, notamment de celui et de ceux qui ont ravagé Madagascar. Zéro média, zéro information. C'est ça, c'est l'émotion sélective du monde médiatique. Je conclus cette première partie. Beaucoup d'emballement, beaucoup de précipitation, beaucoup d'emphase, beaucoup trop d'émotions, pas assez de rigueur, beaucoup d'exploitation commerciale. C'est facile. Tout cela exige de nous un sens critique aigu et une attention vigilante, à tout propos d'ailleurs, car il y a des lobbies qui financent des recherches destinées à contrer l'idée du réchauffement climatique. C'était le cas par exemple d'ExxonMobil, un peu moins aujourd'hui, du groupe ExxonMobil, un peu moins aujourd'hui. Et Al Gore dans son film s'en plaint. Il oublie de dire qu'il a utilisé les crédits d'ExxonMobil pour faire sa campagne électorale précédente. Ce n'est pas le tout de nous en tenir, de regarder les emballements et la fièvre médiatique. Il faut aussi les corriger. Et pour ce faire, il faut nous tourner vers la connaissance et vers la science. Et je vais essayer de le faire de façon simple, la plus simple possible, avec 3 approches essentielles. Avant tout, comme je le disais en introduction, replacer le changement climatique, je ne dis pas le réchauffement, que nous connaissons dans l'ensemble de l'évolution du climat. Nous allons voir que les changements climatiques sont le trait constant de l'histoire du climat du monde. Ils ne sont pas anormaux, ils ne sont pas exceptionnels, ils sont la règle, même si cette fois, il y a un trait particulier, c'est que l'homme a un peu déréglé les choses, on va le voir, et même singulièrement déréglé les choses. Deuxièmement, nous essaierons d'analyser et de caractériser ce changement climatique. Ça se manifeste comment? Qu'en est-il exactement? Quels sont les inconnus? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Et troisièmement, quid de l'avenir? Quelles sont les anticipations que proposent les scientifiques? Je n'ai pas dit la prédiction, ce n'est pas la même chose. Les anticipations. Est-ce qu'on peut définir des fourchettes d'évolution en fonction de plusieurs scénarios? Est-ce qu'on peut faire des prospectives raisonnables sur le siècle qui vient? La réponse est oui. La réponse est oui, à condition de prendre ces événements au sérieux et de les prendre tout de suite, et de ne pas attendre la fin du siècle à venir. Mais oui, il y a des prospectives raisonnables à faire. Alors, le premier, je change. Voilà. Le premier point, le contexte général de l'histoire climatique du monde. Eh bien, on peut être surpris, mais ce contexte est celui d'une variation constante
des facteurs du climat. À l'échelle géologique, d'abord, il faut souligner que les températures ne cessent de baisser. Voici un graphique, vous avez l'échelle du temps, depuis le secondaire, le Mésozoïque, jusqu'aux temps actuels. Voici la moyenne annuelle des températures aujourd'hui. Vous constatez que depuis le secondaire, sur le primaire c'est plus compliqué, mais depuis le secondaire, le climat ne cesse de baisser. Et puis, à partir du quaternaire, ce qu'on appelle le quaternaire, c'est-à-dire les 2 derniers millions d'années, en gros, c'est-à-dire la période d'expansion de l'homme, eh bien, on observe des variations vers le bas, vers le froid, extrêmement nouvelles dans l'histoire géologique, avec des alternances extrêmement fortes. Depuis les premières années du siècle, depuis les années 1900, on sait que les périodes froides, ici, étaient des périodes glaciaires, c'est-à-dire elles ont été tellement froides qu'elles ont provoqué la constitution de glaciers. Pour les périodes les plus chaudes, intermédiaires, eh bien on parle d'interglaciaires. Donc on a des successions de périodes glaciaires et de périodes interglaciaires. En 1906, 2 géologues allemands, Penck et Bruckner, ont identifié les moraines qu'avaient déposées les glaciers dans les Alpes et donc apporté la preuve que des glaciers s'étaient constitués, avaient reculé, étaient revenus, etc., au rythme de ces fluctuations. C'était extrêmement nouveau dans l'histoire de la connaissance du climat et de la géologie de l'époque, parce qu'on s'imaginait que le climat était régulier, hein, et que, comme aujourd'hui on le pense d'ailleurs, hein, comme on le pense aujourd'hui, quand on parle d'anomalie, ou quand on parle de normal, hein, on est au-dessus de la normale, on est au-dessous de la normale, qu'est-ce que ça veut dire? On fait des moyennes et on est au-dessus de la normale? Non, on est à des valeurs données, il n'y a pas de normalité, si vous voulez, dans le climat. Et en réalité, le climat n'a cessé de changer. Plus tard, on a identifié, alors je change, on a identifié, voilà, ces moraines, ces glaciers dans les Pyrénées. Voici les Pyrénées, l'extension glaciaire au moment du maximum, il y a 200 000 ans environ. Les Pyrénées étaient totalement englacées. Dans les vallées glaciaires, vous aviez des appareils qui descendaient, qui étaient si importants qu'ils descendaient jusque sur le Piémont, c'est-à-dire ici, un grand lobe venait s'étaler dans la région d'Arudi, en vallée d'Ossau. Un grand lobe venait s'étaler dans la région de Lourdes, plusieurs lobes d'ailleurs. Hein. En se retirant, ces glaciers ont laissé le lac de Lourdes, qui est un surcreusement glaciaire, etc. Vous avez en vallée d'Aspe, qui est une vallée beaucoup plus petite, hein, dans le bassin de Bedouce, les dépôts correspondants. Et puis, évidemment, sur le Gallego, et, pardon, ici, voilà. De l'autre côté des Pyrénées, la même chose. C'est-à-dire qu'au fond, les Pyrénées étaient une petite Patagonie actuelle, hein, avec un englacement pratiquement presque d'Inland 6, et puis des glaciers qui descendaient de... Voilà donc la preuve des oscillations climatiques passées, importantes. Restait évidemment à dater ces événements et à les comprendre. Dans les années 40, un astronome serbo-croate du nom de Milanković, je vous ai mis son nom, hein, au tableau, Milutin Milanković, a soupçonné que ces fluctuations glaciaires, ces fluctuations étaient régulières et qu'elles pouvaient être rapportées aux variations de l'orbite terrestre. Vous savez que l'orbite terrestre est irrégulière, etc. Bon, hein. Alors il y a à la fois l'excentricité de l'orbite, il y a l'obliquité de l'axe de la Terre, ça tourne, hein, et puis il y a la précession des équinoxes. Eh bien, il a soupçonné que ces fluctuations faisaient varier les flux de chaleur solaire qui arrivent à la surface du globe. Et selon des rythmes réguliers,
et selon des rythmes que l'on pouvait calculer. Et il s'est mis à les calculer. Et il a calculé les périodes de retour de ces anomalies. Et il a identifié des cycles de 400 000 ans, de 100 000 ans, de 40 000 ans, de 21 000 ans, etc., qui rythmaient les glaciations. Et il a pu dater la dernière glaciation. Il a dit que la dernière glaciation, elle date de 20 000 ans. Et la déglaciation, elle date d'environ 13 000 ans, en fonction des études astronomiques qu'il avait faites des variations de l'insolation. C'était un apport majeur, mais on ne s'est pas intéressé à ces travaux. Évidemment, pour une raison simple, c'est qu'ils ont été publiés en 1941, pendant la guerre. Mais ensuite, on ne s'est pas plus intéressé à ces travaux. Il est mort dans les années 56, dans l'indifférence assez générale du monde scientifique. Jusqu'à ce que, dans les années 65-70, alors, non, c'est pas celle-là. Pardonnez-moi, hein. Voilà. Jusqu'à ce que dans les années 65-70, on commence à faire des forages dans les océans pour étudier les sédiments récents. Et dans ces forages, on a trouvé des foraminifères qui étaient, les uns qui se développaient en ambiance chaude, les autres qui se développaient en ambiance froide. Donc on a pu reconstituer dans les océans les variations climatiques à partir des sédiments récents. Et on est tombé presque sur la courbe de Milankovitch. Et puis, depuis quelques années plus tard, on a su faire des forages dans les glaces du Groenland et de l'Antarctique. Il se trouve en effet que les glaces continentales évoluent très lentement, au moins au cœur de ces inland seas. C'est pas pareil sur les marges, hein, mais au cœur du Groenland, au cœur de l'Antarctique, les glaces évoluent très lentement, ce qui fait que l'Antarctique est essentiellement constitué de glaces fossiles. Et par conséquent, elle recèle de formidables archives de l'histoire climatique du globe. Or, ces glaces contiennent des bulles d'air de l'époque, des bulles d'air fossiles, et avec les moyens modernes d'analyse d'aujourd'hui, le spectromètre de masse en particulier, on peut identifier leur contenu de ces bulles d'air, identifier le gaz carbonique qui était dedans, le méthane qui était dedans, reconstituer la température initiale. Je ne vais pas vous dire comment, mais aujourd'hui c'est tout à fait sûr. Je vous signale d'ailleurs qu'un chercheur palois qui a reçu hier la médaille d'argent du CNRS a travaillé à ces spéciations, à ces déterminations fines avec le laboratoire de Grenoble qui est un spécialiste de ces questions. Ces archives de glace constituent par conséquent un outil formidable à remonter le temps. Ce sont des équipes internationales qui travaillent là-dessus. Le dernier programme est un programme européen qui rassemble des Russes, des Américains, des Français, etc. Il a permis de remonter jusqu'à 650 000 ans. Regardez, ici, nous avons le résultat de ce sondage. Qu'est-ce que ça nous donne ? Eh bien, ça nous donne... Alors, on va laisser la courbe du haut, hein, qui est la courbe concernant le CO2, pour ne regarder que cette courbe-là. C'est la courbe, au fond, une courbe équivalente à la variation de température. Vous voyez que depuis 650 000 ans jusqu'à 420 000 ans environ, nous avons des fluctuations climatiques, je dirais, désordonnées, moins rythmées que les dernières, hein, avec de grands interglaciaires, et ça se termine par un très grand interglaciaire ici, avec de très fortes températures, vers 420 000 ans, avec des températures qui d'ailleurs, selon certains calculs, seraient supérieures aux températures que nous connaissons aujourd'hui, de 2 degrés environ. Dans une configuration orbitale qui est à peu près la configuration orbitale qui est celle d'aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que nous aurions un interglaciaire. Notre interglaciaire déjà dure depuis 10 000 ans. Il va sans doute se prolonger et il ressemblerait assez à cet interglaciaire. Bon, c'est une hypothèse, bien évidemment. Mais vous voyez que postérieurement, ensuite, le climat se refroidit
De nouveau viennent des périodes interglaciaires chaudes, et nous avons ainsi 4 secteurs, 4 systèmes qui se succèdent depuis 420 000 ans et qui constituent le rythme de nos climats depuis cette période-là. Sur le graphique, voilà, sur ce graphique ici, vous avez les 400 dernières 1000 années, la période actuelle est ici. Variation des températures, la courbe est, ici. Voilà. Vous constatez que depuis 19 000 ans, la température a augmenté considérablement depuis la dernière avancée glaciaire. Et ce que vous constatez aussi, c'est que quand on mesure le CO2, quand on mesure le CH4 qui est ici, quand on fait le rapport avec l'insolation, eh bien tout ceci est en corrélation. C'est-à-dire qu'il y a plus de gaz carbonique pendant les périodes chaudes, il y en a moins pendant les périodes froides, il y a plus de méthane pendant les périodes chaudes, il y en a moins pendant les périodes froides. Et alors si je ne me trompe pas, on va voir ça de façon plus précise. Pour les 2 dernières glaciations, l'actuelle, cette fois-ci, est ici. Nous avons, je cherche, voilà, 200 000 ans, 150 000, 100 000, 50 000, voilà. Donc, l'avant-dernière glaciation, la pénultième glaciation, vous voyez la courbe du CO2 et la courbe des températures qui sont tout à fait semblables. Le CO2 varie pour ces températures les plus basses, de 180, je vous l'ai mis ici, de 180 parties par million. Alors on mesure ça en parties par million, en volume. Et puis, dans les périodes les plus chaudes, eh bien, on arrive à 280 parties par million. Et quand on regarde, voilà, quand on regarde le méthane, eh bien, les valeurs du méthane sont comprises entre 320 parties par million et 720 parties par million. On le pose ici parce que nous allons voir ce qu'il en est aujourd'hui. Nous allons voir ce qu'il en est aujourd'hui. On peut regarder maintenant la période post-glaciaire, et là je vais revenir, voilà, excusez-moi, voilà. Après la dernière avancée glaciaire, c'est-à-dire la période qui s'initie après 19 000 ans de réchauffement, parce que nous sommes finalement, l'interglaciaire commence, et c'est la période climatique dans laquelle nous nous situons. Eh bien, ce réchauffement s'est fait en plusieurs étapes. 18 000 ans ici, moins 18 000 ans, et l'actuel. Voilà l'échelle des temps. Ici, la moyenne annuelle des températures, on a toujours pris 15 degrés de moyenne annuelle. Encore une fois, c'est une convention. Et vous voyez que le réchauffement s'est fait en plusieurs étapes. Et quand on suit ces étapes, on s'aperçoit que ces étapes ont commandé la mise en place des paysages végétaux. Et nous avons des étudiants qui ont travaillé ici à étudier les pollens dans la région de Lourdes. On a fait des sondages et puis on a analysé la succession des événements et on a retrouvé les pollens et par conséquent le paysage correspondant à chaque période avec l'appui d'un palynologue de Toulouse. Alors ça nous donne quoi? Eh bien ça nous donne qu'à moins 18 000 ans, les Pyrénées c'était une toundra. Il n'y avait que des graminées. Quelques pins accrochés, c'est-à-dire le pin accroché de la haute altitude, qui se maintenait. C'était vraiment la toundra, la steppe froide. Vous voyez qu'à 13 000 ans, on a un changement climatique très important, un réchauffement
qui ici est très marqué. Et avec ce réchauffement apparaît le bouleau. Le bouleau est un arbre de lumière. C'est l'arbre de la taïga, au fond. On pourrait dire qu'il y a 13 000 ans, les Pyrénées étaient une taïga sibérienne, une taïga russe. Et vous constatez que d'ailleurs, le froid revient pendant toute cette période jusqu'à 10 000 ans. Mais il n'empêche que le bouleau se maintient pendant cette période-là. Et puis, à 10 000 ans, nous avons une deuxième césure très importante dans les étapes du réchauffement. On arrive presque aux températures actuelles, il y a 10 000 ans. On est à peu près dans le... Et ça se stabilise depuis 10 000 ans. Et avec ces 10 000 ans, eh bien, c'est l'arrivée de la forêt telle que nous la connaissons un peu aujourd'hui, c'est-à-dire l'arrivée du chêne, l'arrivée du noisetier, avec cependant, dans ces périodes-là, vous voyez, une période ici autour de 6 000, 5 000 ans, moins 5 000, quand je dis 6 000, 5 000, c'est avant nous, before present, BP. Un retour de la chaleur, que l'on appelle l'optimum climatique. Avec cet optimum climatique, on voit arriver le hêtre. On voit la forêt pyrénéenne pratiquement se constituer. Puis ensuite, c'est l'homme qui fera la répartition entre le hêtre, le sapin, il coupera les sapins, etc. Il plantera des sapins. Il ne faut pas croire que la forêt est si naturelle que ça. Et cet optimum climatique est extrêmement important parce que c'est à ce moment-là que se produit un autre événement. Alors, est-ce que c'est ça ? Non. Pardonnez-moi. Non. C'est avec la remontée des températures. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être celui-là. Où est-ce que je l'ai, moi, celui-là? Mais si, c'est peut-être celui-ci. Voilà. Voilà. Avec la remontée des températures, la fonte des glaciers continentaux, qui étaient sur l'Europe du Nord, qui étaient sur l'Amérique du Nord, remontée du niveau de la mer consécutive. Et vous voyez que, alors, nous sommes ici, l'actuel est ici. Il y a 140 000 ans, nous étions dans le dernier interglaciaire qui s'amorce, ici vers 120 000 ans. Le niveau de la mer remonte, était à moins 120 mètres pendant l'avant-dernière glaciation. Il remonte au niveau actuel. Et puis, lorsque la glaciation, la dernière glaciation s'initie, eh bien, le niveau de la mer redescend à moins 120 mètres. Et il ne remonte qu'il y a 5000 ans, légèrement au-dessus du niveau actuel, d'ailleurs, dans un mouvement qu'on a appelé la transgression flandrienne, un petit mètre au-dessus du niveau actuel. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que finalement, dans toute cette histoire, le niveau de la mer est constamment en dessous du niveau actuel. La mer était loin. Elle a été loin pendant des centaines de milliers d'années, pendant tout le Quaternaire. Et vous n'expliqueriez pas, par exemple, les sables des Landes s'il n'y avait pas justement ces grandes distances entre la mer retirée et puis le vent qui répartissait ces sables sur les estrans immenses que laissait le développement de la mer. Postérieurement à ce maximum, à cet optimum climatique, alors, est-ce que je vais faire une bêtise? Non. Je vais faire une bêtise. Je reviens à ça. Postérieurement, c'est-à-dire pendant la période historique, eh bien, le climat n'a cessé voici l'optimum climatique, il n'a cessé de se modifier. Et vous voyez, voilà. Et les historiens ont bien identifié ces variations climatiques
en utilisant toutes les sources possibles, les écrits, l'étude des révoltes, mais aussi les dates de vendange. Et l'historien qui a été pionnier dans cette démarche est Emmanuel Leroy-Ladurie, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui a réalisé des avancées considérables. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que à partir de l'an 1000 à peu près, pendant toute la période de la Renaissance, les températures augmentent. C'est-à-dire, ça culmine au fond à la Renaissance. Les températures augmentent, nous sommes dans une phase chaude, au-dessus du climat actuel. C'est ce qu'on appelle le petit optimum, par référence au grand optimum de moins 5000 ans que je viens d'évoquer. Le petit optimum climatique. C'est l'époque où le viking Éric le Rouge s'installe au Groenland. Et le Groenland s'appelait la Terre verte, parce que le climat était plus chaud et parce que les glaciers avaient relativement fondu sur les marges du Groenland à cette époque-là. Et il m'est assez agréable de comprendre que la Renaissance, enfin, on comprend assez bien que la période de la Renaissance correspond à une période de chaleur, cette période humaniste où on construit des palais sur la terre, des palais horizontaux où l'on peint des femmes, Botticelli. On n'imagine pas ça pendant une crise climatique froide. Et puis, à partir du XVe siècle jusqu'au XIXe siècle, les choses changent radicalement. De nouveau, une inflexion froide. Et une inflexion suffisamment froide pour que les glaciers des Alpes, les glaciers des Pyrénées, pour que les glaciers des Andes, j'ai pu le voir dans les Andes en particulier, réavancent. Et donc, on a parlé du petit âge glaciaire, c'est-à-dire d'une fluctuation froide nouvelle qui se termine en 1850 à peu près avec le réchauffement actuel. Et par conséquent, le réchauffement actuel commence en 1850 jusqu'à nos jours. Alors, je vais changer. Ce réchauffement, pardon, non, excusez-moi, est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas ça que je cherche. Celle-là, je ne pourrais pas vous la montrer. Non. Non plus. Alors, voilà. Là, voilà. Depuis 1850, le climat augmente. Vous voyez cette courbe qui lisse un peu toutes les variations. Quand je dis la variabilité du climat, vous voyez qu'il faut, pour avoir une courbe qui soit lisible, il faut lisser, bien sûr, ces données. Ça commence par un réchauffement en 1850, les glaciers reculent. Dans les années 1900, un refroidissement. Et puis ça repart dans les années 20 jusqu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis une période de stagnation jusqu'en 1980. Et à partir de 1980-90, alors là, une explosion de nouveau. Et nous sommes... Pardon. Nous sommes, depuis les années 80, dans une augmentation réelle des températures qui se suit depuis une vingtaine d'années. J'ai rajouté à ce graphique l'année 2006, qui, vous le voyez, est tout à fait dans la... Alors, la crise actuelle, telle que nous la connaissons, elle est étudiée aujourd'hui par des climatologues, et tout ce que je vais vous dire sur la crise climatique que nous connaissons, celle-ci là, depuis 1980, 90, etc., cette accélération que nous sommes en train de vivre, et on ne peut pas dire que l'année 2006 y échappe, est le résultat du travail d'un groupe
de climatologues qui a été institué par le G7 en 1988, si je ne me trompe, oui. Le G7 a demandé à l'Organisation météorologique mondiale, d'une part, et puis au Programme pour l'environnement des Nations Unies, le PNUE, de créer un groupe d'experts intergouvernementaux. Le GIEC, je voulais groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Ce groupe est constitué de climatologues du monde entier. L'objectif qui leur a été donné est d'expertiser l'information scientifique, technique et socio-économique qui concerne le risque de changement climatique provoqué par l'homme, le changement climatique tel qu'il est aujourd'hui. Le GIEC étudie tous les travaux. N'importe quel chercheur peut adresser ses travaux au GIEC qui les évalue, qui les intègre, etc., etc. Ce travail est effectué par des groupes de chercheurs, des groupes thématiques que je ne vais pas développer, mais vous imaginez qu'il y en a plusieurs. Et enfin, il y a une assemblée générale du GIEC, qui est une assemblée où chaque pays du monde est représenté par une voix. Donc le Luxembourg a la même voix que les États-Unis. Ce GIEC, dans le langage international, on l'appelle IPCC. Le GIEC, c'est notre nom français. On l'appelle IPCC, je vous l'ai indiqué ici, Intergovernmental Panel on Climate Change. Je ne sais pas si mon accent est convenable. Et ils ont produit des rapports qui sont extrêmement intéressants, qui ont commencé dans les années 90, puis dans les années 95. Ils ont produit un rapport en 2001 sur lequel nous vivons à l'heure actuelle. En 90, ils doutaient de l'influence de l'homme sur le climat. En 95, ils commencent à avoir de sérieux doutes. En 2001, ils nous disent non, l'homme est en train de modifier le climat de façon très, très sérieuse. Et ils vont nous faire en 2007, je l'ai dit à la fin du mois, je crois dans une semaine, un rapport nouveau qui est le résultat de l'ensemble des travaux depuis 2001 et la synthèse de l'ensemble des travaux depuis 2001. Je vous ai indiqué, cet IPCC a un site internet, je vous l'ai indiqué là-bas, www.ipcc.ch. Vous avez là la plupart des rapports de toutes les années, vous en avez en français, vous avez des résumés à l'attention des décideurs, vous avez des rapports, etc. Enfin, c'est une source extrêmement importante. Que disent les travaux de ces climatologues? 4 choses. Premièrement, que les variations de température se sont initiées en 1850. Mais elles s'accélèrent depuis 1980, c'est très clair. 1998 a été l'année la plus chaude, 2003 a été la deuxième année la plus chaude, 2006 la troisième. Deuxièmement, le réchauffement provoque une remontée du niveau de la mer, alors d'abord par dilatation de la mer qui s'échauffe, simplement par l'augmentation des températures, mais aussi par la fusion des glaciers continentaux. Rapport 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers dilatation, 1 tiers glaciers continentaux. Évidemment, la part des glaciers continentaux augmente. Durant le XXe siècle, la remontée du niveau de la mer a été d'environ 10 à 20 cm. Depuis 1950, elle ne cesse de s'accélérer, c'est-à-dire qu'on est passé à un rythme de 1,8 mm par an, et puis à partir des années 93 à 3 mm par an. Donc on va voir avec les prévisions qui sont faites, on est à peu près dans les rythmes du XXIe siècle. S'agissant des émissions, vous verrez qu'on les évalue en milliards de tonnes. Les scientifiques préfèrent les évaluer en ppm, en parties par million, en volume. En milliards de tonnes, on lâche dans l'atmosphère 7 milliards de tonnes de CO2. Bon, c'est un calcul, c'est une... quand on regarde... Alors je vais changer... Quand on regarde ces émissions
C'est la combien? C'est la 12. Est-ce qu'elle veut bien venir? Oui, elle devrait y être là. Voilà. Quand on regarde ces émissions, en CO2, nous envoyons à l'heure actuelle 380 ppm en volume, c'est-à-dire 35% de plus que la période la plus chaude des derniers interglaciaires précédents. Et en matière de méthane, nous envoyons 1700 parties par million, c'est-à-dire qu'on a augmenté de 136% les émissions de... Alors il est là, le méthane. Hein. Vous voyez ces courbes, elles sont très claires. Alors on a la... Voilà, hein, 1900 est ici. Vous voyez elles deviennent exponentielles à partir de 1950 à peu près. Hein, tout à fait exponentielles. Ces rejets sont tout à fait catastrophiques. Il ne faut pas oublier que le méthane a une capacité d'absorption 25 fois plus importante que le CO2, mais il a un temps de résidence dans l'atmosphère moins important que le CO2. Le méthane, c'est quoi? C'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est les rizières, c'est les zones humides, etc. C'est le premier contributeur à l'effet de serre, à l'augmentation de l'effet de serre, toute cette activité. Donc, il faut raisonner. Est-ce qu'on supprime l'élevage et l'agriculture? Non, certainement pas. Derrière, juste derrière, viennent les transports. Enfin, merci pour la musique, ça me change. Enfin, je vais faire la 11. Voilà. Tous ces éléments, quatrième conclusion, tous ces éléments sont, tous les éléments que l'on connaît nous permettent de dire que l'augmentation des températures est parfaitement corrélée avec les émissions de gaz que nous lançons dans l'atmosphère. Voici trois courbes qui me paraissent tout à fait déterminantes. La première définit en bleu la contribution naturelle, c'est-à-dire que par modélisation, hein, on a défini ce que serait la température, hein, les variations de la contribution naturelle, c'est-à-dire hein, le rayonnement du flux solaire, etc., tout ce qui arrive, l'énergie solaire arrivant sur la Terre, les bouleversements astronomiques. Ici en rouge, vous avez les températures. Vous voyez que les phénomènes naturels n'expliquent pas la hausse des températures. Deuxième courbe, la contribution anthropique seule, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, sont en bleu, la température est toujours en rouge, et vous voyez que l'augmentation de la température ici, dans les années 1960 à peu près, n'est pas liée à l'homme, mais que par contre, l'augmentation ici forte des températures est parfaitement corrélée avec la contribution, ce qu'on appelle, quand on dit contribution anthropique, c'est le travail de l'homme, hein, ce sont les rejets de l'homme. Et quand on met les trois courbes l'une sur l'autre, eh bien, on obtient évidemment une courbe parfaitement corrélée. C'est-à-dire, vous avez là la preuve que les émissions de gaz effectuées par les hommes sont en train de faire augmenter les températures. Alors, dernière question, ou avant-dernière. Est-ce que ces émissions de gaz sont la seule cause de l'augmentation des températures? On ne peut pas l'affirmer absolument. On ne peut pas l'affirmer absolument parce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent. J'en ai parlé il y a un instant, ce sont les oscillations régionales pacifiques et l'oscillation régionale atlantique. On a remarqué, notamment dans le Pacifique, qu'il y avait sur des durées de 4-5 ans des fantastiques inversions anormales des courants marins. Alors, je le dessine de façon très simple. Hein. Vous avez le Chili comme ça, hein, le Pérou, un courant froid qui remonte, l'ouest est là, hein,
Et puis ce courant froid, ensuite, il se transforme progressivement en courant chaud qui s'en va vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Asie, traverse le Pacifique. Bon, ça c'est la situation normale. Et puis de temps en temps, les courants chauds chargent tellement la partie est du Pacifique que le niveau du Pacifique augmente et que ce mouvement s'inverse. C'est-à-dire que les eaux chaudes du Pacifique vont vers l'est et redescendent le long de la côte chilienne. Ça se produit au moment de Noël, c'est pour ça qu'on parle du Niño, l'enfant Noël, l'enfant Jésus, etc. Les latino-américains ont appelé ça donc le phénomène du Niño. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène n'est pas limité seulement à cette partie de l'inversion des courants. Il a des conséquences dans tout l'hémisphère sud, en Australie, etc. etc. Et quand ces courants s'inversent, les masses d'air sont évidemment qui les accompagnent, viennent frapper les Andes, et c'est là que vous avez des pluies catastrophiques, etc. etc. On ne sait pas très bien comment cette oscillation australe, ENSO on l'appelle, El Niño South Oscillation, le Niño. On ne sait pas comment cette oscillation se transmet dans l'hémisphère nord et dans l'Atlantique notamment. On ne sait pas bien. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que par exemple, l'année 1998, qui est la plus chaude que nous ayons enregistrée dans notre remontée des températures, est une année à Niño. On sait que l'année 2003, qui est la deuxième année la plus chaude des dernières années, est une année à Niño. En ce moment, nous avons un Niño installé. Pas très fortement, mais il est installé et il y a des perturbations considérables dans le Pacifique. Vous le savez, vous avez vu la Californie avec des coups de froid sur la Californie, etc., des inversions tout à fait considérables. Bon, voilà. Voilà. On ne sait pas bien quelle relation il y a entre ces phénomènes et puis le réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre qui sont incontestables. J'ai montré sur la courbe. Ça se relie comment? Est-ce que le réchauffement climatique accélère le Niño? Est-ce que le Niño accélère le réchauffement climatique? Pour l'instant, on n'a pas de... Voilà une grande inconnue, si vous voulez. Voilà une grande inconnue. Si on se projette dans l'avenir, je vais essayer de terminer très, très rapidement, qu'est-ce que vont nous dire les météorologues la semaine prochaine? Vraisemblablement, alors, je vais changer. Vraisemblablement, je ne me trompe pas en vous disant à peu près ce qu'ils vont nous annoncer pour le siècle à venir, 2100. Vraisemblablement une augmentation des températures, alors il y a une fourchette entre 1,5 et 6, vraisemblablement de 3 degrés, en moyenne, c'est important. Une glaciation, c'est moins de 4 degrés en moyenne. Et un interglaciaire, etc., ça fait la même chose dans l'autre sens. C'est une accentuation avec une accentuation très rapide dans les hautes latitudes. Vous voyez ici une carte de simulation numérique. C'est essentiellement dans l'hémisphère nord, dans ce scénario, mais aussi dans celui-ci, voilà, que l'augmentation des températures attendues est la plus forte et la plus importante. On va y revenir. Augmentation du niveau marin. La fourchette, elle s'est réduite un peu par rapport à 2001. Elle va se réduire. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire, mais enfin, je pense que... ils vont nous dire entre 19 et 50, 60 cm. En gros, ça sera 40-50 cm. Ce n'est pas négligeable, mais il ne faut pas oublier que ça ne vient pas d'un coup. Le film de M. Al Gore qui nous montre Manhattan envahi au rythme d'un tsunami, c'est un véritable scandale. Ça n'a rien à voir avec la réalité, bien évidemment. C'est une escroquerie intellectuelle. C'est du catastrophisme démagogique. C'est pas rien. Mais rappelez-vous qu'au XVIIe siècle, les Hollandais étaient capables de maîtriser les marées,
le mouvement des marées, l'ensemble des marées de la côte atlantique, etc. On a de l'ingénierie. On saura faire face, à mon avis, en Europe en tout cas, à ces problèmes. Par contre, il y aura des situations catastrophiques. C'est incontestable. Elles sont faciles à identifier. Les atolls des Maldives sont appelés à disparaître. Un certain nombre d'atolls des Maldives sont appelés à disparaître avec 50 cm ou un peu plus de 50 cm. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui sont disparus, qui ont disparu depuis, depuis la remontée flandrienne par exemple, etc., etc. Mais la conséquence la plus grave, à mon avis, des prévisions que va nous donner le GIEC, c'est que c'est la disparition annoncée de la banquise arctique en été. Il est probable que dans les années 2050, nous n'ayons plus de banquise en été. Il y a déjà des gens qui ont des perspectives là-dessus, parce qu'on va pouvoir naviguer. Je vous assure qu'il y a déjà des enjeux qui se dessinent, parce que cette prévision n'est pas l'évacuation du pétrole, l'évacuation du gaz russe. Si ça pouvait passer par le pôle, ça serait mieux. Passer par le... Vous voyez ? Bon. Mais du point de vue climatique, c'est quelque chose qu'il faut craindre sérieusement, parce que la disparition de la banquise en été, c'est une modification considérable de l'albédo dans la partie nord de l'hémisphère nord, dans la partie boréale, et par conséquent une modification du bilan radiatif de la Terre, de l'hémisphère nord, dans l'hémisphère nord. Et ça c'est quelque chose de sérieux. Dernière question. Est-ce que tout ce que je viens de vous dire, tout ce que je viens de vous annoncer est probable? Bien sûr. Est-ce que c'est inéluctable? Non. Eh bien non, parce qu'il peut y avoir d'autres accidents encore. J'ai parlé des variations régionales, mais il peut y avoir d'autres accidents, lesquels, eh bien, par exemple, des éruptions volcaniques. On peut imaginer, c'est de l'ordre de l'aléatoire absolu, on peut imaginer des éruptions très puissantes qui envoient des cendres volcaniques dans l'atmosphère, qui filtrent le rayonnement solaire et fassent baisser les températures. La preuve ? La preuve, l'exemple du volcan Pinatubo, je crois que je l'ai écrit, non ? Oui. Dans les Philippines, je crois que c'était en 1991, qui a envoyé des tonnes de cendres volcaniques dans l'atmosphère, eh bien ça a fait baisser la température de la Terre de 0,5 degrés l'année suivante. Ça a fait baisser le niveau marin de 15 cm. Et là, on est en train de récupérer aujourd'hui, sans doute, cette oscillation provoquée par le Pinatubo. Donc, un événement de ce type est possible aussi pour bouleverser tout ça. L'histoire géologique en est plein d'événements de ce type, totalement aléatoires. J'ajoute que, sur la base de ces observations, il y a quelques scientifiques qui ont des idées folles. Un prix Nobel de chimie propose, par exemple, de jeter dans la stratosphère des cristaux de sulfure d'hydrogène, je dis ça à mon collègue Pinel, qui se transformeront en dioxyde de soufre, c'est ça, et qui constitueront un voile qui fera baisser le bilan radiatif de la Terre et baisser les températures. Et ce prix Nobel nous dit, bon, le réchauffement, ça fait rien, on lancera 1 million de tonnes par an de sulfure d'hydrogène, ça suffira. Évidemment, il y a toujours eu dans la science des docteurs Folamour, et j'espère qu'il y aura des nations qui seront capables d'interdire ce genre de choses. Je conclus, excusez-moi, j'ai été long, je conclus. Conclusion, la première conclusion est que la réalité de la crise climatique qui s'esquisse aujourd'hui ne peut pas être mise en doute. On pouvait en douter il y a 10 ans, plus aujourd'hui. Il est probable que par leurs émissions de carbone, d'azote, de ceci et de cela, les hommes amplifient une oscillation climatique chaude qui compense elle-même l'oscillation du petit âge glaciaire. C'est-à-dire depuis 1850, on est revenu dans une normalité par rapport au petit âge glaciaire. Mais nous, on est en train d'accentuer cette oscillation très fortement. Par conséquent, l'homme est responsable de ces dérèglements à venir. Il doit les analyser, il doit les corriger d'urgence. Est-ce que nous sommes pour autant devant une catastrophe ?
Il y a des groupes, il y a des gens, il y a des intérêts qui, par mercantilisme, par facilité, par démagogie, par idéologie, ne manqueront pas d'exploiter les peurs que peuvent susciter les prévisions des scientifiques que je viens d'indiquer. Cela ne peut que servir, à mon avis, l'obscurantisme. Et il faut au contraire regarder les réalités. Même si elles sont difficiles, il faut les évaluer, il faut anticiper la gestion des risques climatiques. C'est la démarche d'anticipation qui ne nous est pas propre, qui ne nous est pas familière en France. On aime bien laisser voir les choses. Je vous donne un petit exemple quand même. On vous explique que les inondations s'accroissent. Non, c'est parce qu'on donne des autorisations de construction dans des zones inondables. Les hommes du XIVe siècle, quand ils ont fondé les villages, ils ont su les fonder dans des lieux qui étaient non inondables. Et si vous regardez les villages dans les vallées, vous verrez qu'ils sont toujours sur le même type d'endroits et de milieux. Et par conséquent, c'est nous qui provoquons les désastres. Ce n'est pas l'augmentation des températures. De l'humidité. Je suis inquiet de l'augmentation des températures, spécialement pour les hautes latitudes. Oui, je vous l'ai dit, en particulier pour l'Arctique. Il y a là un élément de déstabilisation du bilan radiatif. Mais d'une manière générale, on peut être aussi inquiet de quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est la baisse des précipitations. On en parle très très peu. Enfin, l'altération de l'atmosphère que nous provoquons par nos émissions me préoccupe plus. Moi, ce n'est pas parce que ça va augmenter les températures, mais c'est parce qu'on envoie dans l'atmosphère du carbone pour 200 ans, des CFC, des cochonneries qui ont des temps de résidence énormes. Et ces cochonneries vont peut-être provoquer une augmentation de la température, mais elles provoquent surtout une acidification progressive de l'air, une acidification progressive des eaux, des nappes phréatiques, etc. Et rien que pour ça, sans nous faire peur, il faudrait dire non, nous sommes en train de polluer l'environnement atmosphérique qui est le nôtre, qui est déjà largement pollué par l'environnement urbain et par la production de cochonneries que nous envoyons. La grande nouveauté de la crise climatique, pour finir, que nous allons connaître, c'est que elle va, et ça c'est un phénomène sur lequel il faut insister, elle va inéluctablement concerner les générations à venir. C'est un changement majeur que nous sommes en train d'introduire dans l'évolution de la nature. Il y a longtemps que l'homme saccage la nature. Pas toujours d'ailleurs, il la restaure parfois, et souvent. Regardez nos forêts. Si vous les aviez regardées au XVIIe siècle, elles n'étaient pas dans l'état dans lequel elles sont aujourd'hui, ou à la fin du XVIe siècle. Donc, mais pour la première fois, ce qui a été fait depuis les années 60-70 en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur la Terre entière aura mécaniquement des conséquences irrémédiables à terme pour les 50, 100, 150, 200 années à venir. Temps de résidence, encore une fois, des envois, des émissions. Même si nous corrigeons ces émissions, l'effet retard sera considérable. C'est un changement majeur quant aux échelles de temps de notre action. Et nous avons le devoir de le dire. Et c'est aussi un changement majeur en termes de solidarité générationnelle. Nous avons ainsi déjà engagé l'avenir de nos descendants. Il faut absolument prendre conscience, et ça, c'est quelque chose d'inéluctable. Est-ce que pour autant, il faut tenir aux jeunes générations un discours décliniste? On aime bien les discours déclinistes aujourd'hui, ou catastrophistes. Je crois que ce serait un contresens absolu. Je m'inscris en faux contre tous les imprécateurs. Il nous appartient au contraire de montrer que l'on peut anticiper pour s'adapter, que les enjeux technologiques et scientifiques des questions posées sont considérables. Ils sont d'ailleurs facteurs de développement. Il n'est pas vrai que le changement climatique va provoquer une crise économique de l'ordre de celle de 29. Ça me paraît, ça sera étalé sur 100 ans. Et puis ça va créer évidemment de l'activité, c'est-à-dire qu'il va falloir maîtriser des énergies, il va falloir quand même réfléchir, il va falloir de l'ingénierie, il va falloir économiser l'énergie, il va falloir mettre la priorité sur des énergies renouvelables, il va falloir étudier les émissions de CO2, il va falloir essayer de capter le CO2, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire ici,
à Pau, vous le savez, avec des équipes de physico-chimistes, des équipes de géophysiciens, avec des mathématiciens qui modélisent, en partenariat avec Total et puis avec l'IFP, la possibilité de fixer le CO2, le fixer, c'est-à-dire de le capter, et puis ensuite de le stocker. Donc il y a même un pôle de compétitivité qui est en gestation sur ce sujet, sur le sujet de l'énergie et de l'environnement, qui est actuellement proposé par l'université et tous ses partenaires-là, et qui est en évaluation et qui s'appellerait Avenia, c'est-à-dire, je ne sais plus, énergie et environnement, avenir, énergie, environnement, etc. Last but not least, oui, dernier point, le problème est mondial. Il n'est pas français, il n'est pas européen, il est mondial. Et il faudra qu'on trouve un jour une manière de gouvernement du monde pour résoudre ces problèmes, parce que il est clair que Kyoto, Nairobi, tout ça, ce sont des assemblées où il y a trop de monde, où il y a une voix par État, c'est l'échec. C'est l'échec. Donc il faudra trouver des voies pour rassembler et résoudre les problèmes à l'échelle planétaire, c'est-à-dire la bonne échelle. Nous en sommes loin pour l'instant. Mais on voit bien que l'Europe fait des choses. Enfin, récemment, on a vu. Last but not least, mais je ne veux pas terminer sans vous dire que j'ai beaucoup parlé de climat, de réchauffement climatique, mais que les problèmes de l'humanité ne se réduisent quand même pas à la seule crise climatique, au seul réchauffement, comme on dit, pour faire peur. Le développement, l'éducation, la maladie, le sida, mais aussi les schistosomiases, mais aussi le paludisme, sont des problèmes majeurs de l'humanité. Pour le siècle à venir aussi. Le paludisme concerne 500 millions d'individus, avec dans une indifférence quasi générale, quasi mondiale, une mortalité de 3 millions de morts par an. Comme par hasard, ça ne concerne que les pays du Sud. Nous n'avons plus de paludisme dans nos latitudes. Il y a 30 ans, quand on parlait du Global Change, les experts de la FAO nous disaient, notre Global Change à nous, les experts de la FAO qui se préoccupent du développement des pays en voie de développement, on disait à l'époque sous-développés, le président était un Brésilien, il nous disait, notre Global Change à nous, pays du Sud, c'est le développement. Et le développement, il ne vient pas. En tout cas, il vient très lentement. Alors, ce sera mon dernier mot, il ne faudrait pas que les inquiétudes sur le changement climatique, qui concerneront avant tout les régions tempérées et avant tout les régions de l'hémisphère nord, c'est-à-dire les pays riches du monde, elles nous empêchent, elles nous occultent, elles nous empêchent de regarder ces réalités qui sont aussi des réalités à prendre en compte pour le développement de l'humanité et du siècle à venir. Je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été aussi long. Peut-être avant, ce n'est pas un micro qui sert à parler dans cette salle, mais c'est un micro qui permet aux gens qui sont dans les cyberbases de vous entendre. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut parler fort. Donc, des fois, il faut des explications, c'est vrai. Je crois que ce soir, vous avez fait tomber certains mythes d'une façon très réaliste et scientifique. Moi, je ne suis pas du tout une scientifique, mais ça me rappelle un petit peu le livre de Ballandier, je crois, sur le désordre. Et je vais parler un peu plus fort alors, j'ai de la voix. Sur le désordre, c'est-à-dire que pour qu'il y ait de la vie, il faut du désordre et du cyclique et pas du linéaire. Et surtout sur une prise de conscience, c'est-à-dire qu'il faut il faut changer nos mentalités
et aller vers un homo, j'ai envie de dire, ce mot n'existe pas, un homo ecologicus. Voilà. Il existe déjà? Oui. Et vers une transdisciplinarité. Voilà. Je voudrais simplement poser quelques questions qui nous viennent des cyberbases. Donc c'est de la cyberbase de Garlin. Ils ont été très productifs parce qu'on a au moins 4, mais je vais en prendre 2. Que doit-on conclure de la fonte des glaces au pôle? Quels sont les impacts du réchauffement sur la faune et la flore? Voilà, on va s'arrêter là. Oui. On vous laisse répondre. Alors ils sont là, juste là, vous pouvez les voir. Ils sont là. Bon. Aux questions posées par la cyberbase de Garlin, c'est ça? Là, oui. Pardon. Garlin. Pardon. La fonte des glaces au pôle, vous voulez dire au pôle Nord et au pôle Sud, ce n'est pas la même chose. Au pôle Nord, il n'y a pas de glace, il y a une banquise. Il y a un océan, il n'y a pas de continent. Et par conséquent, cette banquise, il y a un océan qui fait 4000 mètres de profondeur à peu près. Cet océan, on le connaît très mal, vous imaginez, puisqu'il est occulté par la banquise. Et qu'il a fallu attendre les sous-marins à propulsion nucléaire pour passer dessous et pour se rendre compte de l'épaisseur réelle de la glace. Alors cette banquise, évidemment, elle fond, elle se réduit en été, et puis elle prend tout l'océan Arctique en hiver, mais elle empêche la circulation, bien évidemment. On s'est aperçu par ces expéditions que l'épaisseur de la glace n'était pas du tout celle qu'on imaginait. Dans beaucoup de secteurs de l'Arctique, la glace ne dépasse pas 2 mètres. 2 mètres. C'est une affaire compliquée, parce que en plus, cette glace, elle est amenée par les eaux des fleuves sibériens, le Yenisei, etc., l'Orbe, etc. Cette glace qui se constitue et qui se régénère chaque hiver, mais la vieille glace, elle est beaucoup moins épaisse qu'on ne le croyait. Alors si on passe au pôle Sud maintenant, c'est autre chose. Le pôle Sud, c'est un continent. Ce continent s'est soulevé à la fin du tertiaire, et c'est sans doute la raison pour laquelle nous avons ces phénomènes glaciaires, parce qu'en se soulevant, ils se sont constitués des glaciers sur ce continent. Et évidemment, ça a modifié tout le régime thermique de la Terre, bien sûr, cette réserve de frigories formidable de l'hémisphère sud. Sur ce continent se sont constituées des glaces qui sont, comme je vous l'ai dit, très anciennes, plus d'1 million d'années pour les plus anciennes actuellement. On est en train de forer jusqu'à moins 800 000 ans. C'est absolument extraordinaire. Et donc ces glaces, elles ne bougent pas. Et l'Antarctique n'a jamais fondu pendant les interglaciaires. Il ne faut pas attendre que ceux qui vous disent que l'Antarctique va fondre vous racontent des histoires. Par contre, sur les marges, les glaciers effluents, près de l'océan austral, oui, là, il y a de la fusion de ces fronts qui reculent. Je reviens, pour répondre à votre question, à l'hémisphère nord, sur une remarque très importante. Il y a quelqu'un qui a dit à la télévision, vous vous rendez compte, la banquise va fondre, ça va faire monter le niveau des mers. C'est une imbécilité absolue. Mais vous l'entendez sur Internet. Je vous propose de faire l'expérience suivante. Le whisky que vous allez boire ce soir, vous y mettrez un glaçon, et quand votre glaçon aura fondu, vous regarderez si le niveau du whisky a monté ou a baissé. Vous verrez que c'est le même. C'est le même. Voilà. Première réponse. Impact du réchauffement sur... La faune et la flore. Ah là là. Mais j'ai 3 heures pour répondre à la question. 1 minute. Alors, là aussi, impact sur la flore et la faune. Mais la flore et la faune, elles sont en constant équilibre avec les facteurs qui varient du climat, avec les variations du climat. La faune, on nous dit, les oiseaux sont coincés ici. C'est normal. Vous savez, les feuilles des arbres caducs, elles tombent tous les ans. C'est lié à la réduction de la durée du jour. Donc la nature est un système, et dans ce système, évidemment, quand on fait varier les intrants du système, ça varie, il y a des rétroactions à l'intérieur. Donc la faune et la flore sont en évolution constante.
je vous ai montré comment on est passé de la toundra à la forêt de bouleaux, puis à la forêt de chênes, puis à la forêt de hêtres et de sapins, etc. etc. Et donc, il faut bien sûr imaginer qu'il y aura des variations. Mais s'imaginer que le vignoble bordelais va se retrouver en Suède et qu'il y aura le Sahara à Bordeaux, certainement pas. Certainement pas. Et c'est ce que vous trouvez dans une certaine littérature, c'est ce que vous entendez. Alors, il y aura des variations, des fluctuations, on peut les suivre année après année, on peut s'y adapter et le maître mot de tout ça, c'est de respecter la nature, parce que la nature va changer, c'est nous qui avons initié ce changement. Il faut la respecter, mais il faut la comprendre. Au lieu d'en avoir peur, il faut comprendre, il faut anticiper, il faut s'adapter. Et puis, à ce moment-là, je suis certain qu'il n'y aura pas de vignoble en Suède, parce qu'il y aura des coups de froid de toute façon en Suède, à la latitude où ça se trouve, qui feront que les vignes, ce qu'on nous dit sur les vignes en Suède, c'est une ânerie absolue. Voilà. Alors, nous ne serons pas là en 2100 pour le vérifier, mais des projections faites comme ça, comme si on ne tenait pas compte du temps. C'est-à-dire comme si c'était du jour au lendemain. C'est demain que ça va se faire. Alors on va avoir le Sahara à Montpellier. Ah non, vous n'aurez pas ça. Et les hommes sont capables, ont des ressources, ils savent aller chercher les nappes phréatiques, ceci, cela. Et puis on changera de méthode de vie, on changera d'organisation, on changera, etc. On s'adaptera. Et la faune et la flore, nous nous adapterons à leur modification. Dernière question d'une cyberbasse, c'est Oloron, mais je pense aussi que Michel Maffesoli mercredi le répondra. Sommes-nous prêts à changer de mode de vie pour régler les problèmes ? Ça, c'est une vaste question, je crois, pour un colloque. Oui, mais c'est une bonne question, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on va faire ci ou qu'on va faire ça. Il s'agit que les populations s'approprient ces connaissances. Au lieu de leur dire, vous savez, ça va être la catastrophe, ça va être dantesque, il va y avoir des millions de morts, etc., etc. Je m'insurge absolument contre ça. Il faut vraiment être dans l'anticipation. Non, c'est pas comme ça que nous allons. Je pense aussi, vous serez d'accord avec Michel Maffesoli, il a cette conception de ne pas trop s'alarmer non plus. Il faut expliquer, il faut comprendre, il faut respecter la nature, c'est-à-dire la comprendre, refuser les incitations aux peurs collectives. Je vous dis, ça conduit à l'obscurantisme. Refuser la précaution extrême, etc., regarder les choses et puis s'approprier ces évolutions. Et quand on se les approprie, et si les populations se les approprient, eh bien les gouvernants seront plus à même de prendre des mesures, de les proposer, etc., etc. S'il n'y a pas appropriation par les sociétés, et si on leur balance à la figure comme ça des évolutions catastrophiques, l'apocalypse, toutes les civilisations pensent à leur mort. Toutes les civilisations ont créé des mythes de l'apocalypse. Mais ce n'est pas l'apocalypse, il faudra s'adapter, et puis voilà. L'apocalypse, elle peut venir de bien autre chose. Appel à la sagesse. Appel à la sagesse. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Alors, il faut parler fort, parce que ce n'est pas le micro qui va vous donner de la voix. Moi, ce qui m'inquiète en premier lieu, ce sont les ressources en eau potable. Bon, la terre va se réchauffer, il pleut moins, on boit davantage en été, il y a moins de neige, donc une grande part des réserves provient de la fonte des neiges. Alors, où va-t-on aller chercher l'eau potable ? Oui, vous avez raison. C'est un vrai problème qui va se poser pas tout de suite, mais qui se pose dans certaines régions. Vous savez que dans certaines régions, c'est une question de coût. C'est une question de... Si la société est capable d'y mettre le coût, vous savez qu'on transforme aujourd'hui beaucoup d'eau de mer en eau potable. Sans eau, la vie est extrêmement difficile. Sans eau, mais je n'imagine pas que vous ayez un transfert latitudinal et que le Sahara monte en France. Ça c'est une vue de l'esprit. Oui, la déforestation à outrance, vous avez raison, mais d'une manière générale quand même. Oui. Mais c'est vrai qu'un jour, l'eau sera chère.
Elle l'est déjà. L'eau potable sera chère. Elle se transportera. Oui, je vois que la conversation se dirige un petit peu vers l'homo economicus. Oui. Qui, lui, fait des perturbations plus que des variations. À preuve, une toute petite émission de France Culture ce matin, France Inter devait émettre la même chose, le prix de la tortilla a été multiplié par 4 entre 2005 et le début de 2007 au Mexique. Pendant ce temps, 10% de la production de maïs utilisée, je n'ai pas dit produite aux États-Unis, mais utilisée par les États-Unis, va dans de la fabrication de biocarburants. Au Brésil aussi. C'est pas le même maïs, hein? Ce n'est pas le même maïs. Par contre, une bonne partie du maïs mexicain est exportée vers les États-Unis. Alors que le mouvement à l'heure actuelle, depuis l'automne 2006, c'est l'inversion. C'est-à-dire qu'il faut réalimenter le Mexique pour alimenter les Mexicains. Oui. Mais pour revenir vous poser la question du maïs, c'est intéressant parce que pour revenir à la question de l'eau, il est très probable que dans les 20 ans qui viennent, on ne cultivera pas de maïs, qui est un formidable consommateur d'eau au printemps notamment, et au début de l'été, mais enfin sur la totalité du printemps. Il est très probable que l'on ne cultivera pas du maïs dans nos régions. On se sera adapté. Mais je vous rappelle que la pomme de terre est arrivée au XVIIe siècle en France et qu'elle s'est diffusée extrêmement rapidement dans des sociétés que l'on prétendait figées et que l'on prétendait, dans des sociétés paysannes, que l'on prétendait figées et que l'on prétendait rebelles à tout changement et à toute modification des systèmes de culture. Bon. Alors on s'adaptera. On s'adaptera. Je pense que la difficulté, c'est de trouver les bonnes adaptations. Voilà. Je crois qu'il faut arrêter. Merci.